Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, matin, l'invité politique. 8h30 ce matin, nous sommes au téléphone avec François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine et candidat à l'élection présidentielle. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez déjà venu sur l'antenne de Bretagne 5 en mars pour nous présenter votre programme, monsieur Asselineau. Vous étiez mardi dernier à la télévision lors de ce débat entre les 11 candidats à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous en avez retenu de ce débat ? Écoutez, d'abord, la première chose qui s'est produite, c'est que les Français ont pu constater qu'il n'y avait pas 5 candidats, mais qu'il y en avait 11. Ça, c'est un premier acquis. Ils ont pu constater également que ce débat a été correctement mené. Bon, moi, j'aurais aimé évidemment dire beaucoup plus de choses, comme d'ailleurs tous mes collègues, je suppose. Mais globalement, ça s'est passé correctement et je pense que ça a été intéressant. Les Français, je pense, ont trouvé que c'était intéressant de confronter les idées et de confronter aussi les personnalités. C'est ça qui est important. En particulier parce que ça permet à des Français qui ont déjà envisagé de voter pour tel ou tel candidat de voir d'autres candidats et parfois ça peut les interpeller. Par ailleurs, moi ce que j'ai noté, c'est que la question européenne a quand même très largement surplombé l'ensemble des débats et j'avoue que j'y ai largement participé moi-même en insistant à de nombreuses reprises sur le fait que notre participation à l'Union européenne, en fait, vide de sens pour une large partie tous ces débats, puisque toutes les grandes décisions en matière politique, économique, sociale, budgétaire, diplomatique et militaire sont en fait déjà décidées par la Commission européenne à Bruxelles, par la Banque centrale européenne à Francfort et par l'OTAN dirigée depuis Washington. J'ai notamment à plusieurs reprises brandi le rapport des grandes orientations de politique économique fixées à la France par la Commission européenne. Je note d'ailleurs qu'aucun des 10 autres candidats ne m'a contredit. J'avais même le sentiment souvent qu'ils étaient un peu inquiets de ce que j'allais dire et qu'ils étaient sans réponse parce qu'en fait, j'ai cité beaucoup d'articles des traités. Alors certains s'en sont étonnés en disant oui, que ça faisait... on vous a moqué un petit peu là-dessus. Oui, on m'a moqué, mais moi je suis, excusez-moi, mais il s'agit de diriger la Maison France. Il s'agit d'avoir quelqu'un de compétent et qui sait de quoi il parle. Il vaut mieux quand même, si vous donnez les commandes d'un avion gros porteur, il vaut mieux donner ça à un commandant de bord qui sait piloter un avion, plutôt qu'à quelqu'un qui débarque et qui ne connaît rien. Moi, je connais en effet les engagements de la France par l'intermédiaire des traités européens et surtout ça clôture le débat. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vu que les autres candidats n'avaient rien à dire. Et d'ailleurs, c'est tombé dans un silence de cathédrale, c'est-à-dire que je dis la vérité. Alors, la dernière chose que je tire comme enseignement, c'est que tout le monde a pu constater qu'en fait, sur les 11 candidats, il y en a 10 qui sont pour la construction européenne, pour son principe, que parmi les 10, il y en a 4-5 qui veulent renégocier les traités, à commencer par Madame Le Pen, qui ne propose pas, contrairement à une légende, qui ne propose pas de sortir de l'Union européenne, qui propose de renégocier les traités, à continuer par Monsieur Mélenchon, qui propose de renégocier les traités européens, à continuer par Monsieur Cheminade, à continuer par Monsieur Dupont-Aignan, et sans doute, si j'ai bien compris, Monsieur Hamon. Donc tout ce petit monde veut renégocier les traités européens. Et moi, j'ai expliqué que c'est impossible concrètement, puisqu'il faut obtenir l'accord unanime des 27 autres gouvernements, et puis des 27 autres peuples au moment de la ratification. C'est-à-dire qu'il faut obtenir l'accord unanime de 28 plus 28, si on y ajoute la France, ça fait 56 accords unanimes, pour renégocier les traités où les autres États accepteraient de s'aborder une partie des atouts, des avantages qu'ils ont obtenus dans des négociations complexes depuis 60 ans, et ils accepteraient de s'aborder leurs intérêts nationaux pour nous faire plaisir à nous, Français. Est-ce que c'est possible? Poser la question, c'est y répondre. C'est évidemment impossible. De telle sorte que Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, s'il devenait président de la République, ne pourrait en fait rien renégocier du tout. Alors s'ils le savent à l'avance, pourquoi est-ce qu'ils entretiennent ce mensonge vis-à-vis des Français? Je vois que Madame Le Pen maintenant elle repousse à 2018, aux élections italiennes, l'idée de commencer à sortir de l'euro. Tout ça n'est pas sérieux au moment où la France ne cesse de s'enfoncer dans le désastre tous azimuts. Voilà. Il y a eu un candidat qui a détonné parmi les 11 présents sur le plateau de BFM, c'est Philippe Poutou, qui a
pris la parole d'une façon très libre. Comment vous avez ressenti ça? Écoutez, moi, d'une façon un peu partagée, dans un certain sens, je m'en suis félicité, d'abord puisqu'il a apporté un petit peu de gaieté, de parler un petit peu populaire, un petit peu vrai, etc. Ça a été, en fait, moi, j'ai trouvé que en tout cas, il représentait, parce que je parcours beaucoup la France, et il représente une façon de réagir d'un certain nombre de nos concitoyens. Donc moi, j'ai trouvé que sa présence était justifiée. D'un autre côté, l'inconvénient de cette posture, c'est aussi que ça ne me paraît pas crédible pour être président de la République. Un président de la République ne peut pas se comporter comme ça. Donc, ce n'était pas non plus quand même très très sérieux pour diriger la France. Philippe Poutou, d'ailleurs, revendique lui-même le fait de ne pas vouloir être président de la République. Oui, d'ailleurs, il l'a dit, il ne le souhaite pas. Comme Madame Arthaud qui a dit qu'elle ne serait pas élue, comme Monsieur Cheminade qui a dit qu'il ne serait pas élu. Moi, écoutez, moi je suis un démocrate. Moi, j'estime que dans la mesure où ces personnalités ont obtenu les 500 parrainages, il n'y a pas d'affaire de différence entre les parrainages. Ils contribuent au débat, et moi je trouve que c'est bien. Ce que je ne trouve pas bien en revanche, ce sont des aristocrates qui décident qu'il n'y a que 5 candidats qui seraient chics à entendre, et que les autres ne devraient pas être entendus. Et puis je me permets d'insister sur le fait que parmi les 6 personnes qui ont été écartées du débat de TF1, il y a effectivement Madame Arthaud, Monsieur Cheminade, Monsieur Poutou et puis Monsieur Lassalle qui a été également assez tonitruant et qui était des choses amusantes. Mais bon, voilà, ça, c'était des candidats, ils ont un petit peu de témoignages, et puis il y en a eu 2 qui sont Monsieur Dupont-Aignan et moi-même qui, je pense, ont montré qu'ils étaient des candidats sérieux pour concourir. Je crois qu'il y avait un petit peu une différence entre les 6 candidats qui avaient été écartés. Ce débat à 11 a montré qu'il était intéressant et puis que finalement, ça n'a pas été la cacophonie autant redoutée que ça a de temps en temps un petit peu. Bien sûr, on aurait souhaité quelque chose de plus libre, que les débats soient plus approfondis sur des sujets. Mais finalement, je trouve que l'exercice s'est révélé assez intéressant. D'aucuns disent que vous êtes relativement proche dans les idées de Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce qui vous rapproche? Qu'est-ce qui vous éloigne? Ce qui nous rapproche, c'est que effectivement, il fait des références qui sont souvent celles que je fais. Il se réfère souvent à Charles de Gaulle, à Philippe Séguin. Ça, ce sont des points de rapprochement. Ce qui nous distingue en revanche, c'est d'une part le positionnement politique, puisque quoi qu'il en dise, son mouvement politique est quand même marqué très très à droite. Je rappelle qu'il a fait alliance au moment des élections régionales avec la Ligue du Sud de Jacques Bompard, donc qui est un mouvement d'extrême droite. Je rappelle que à l'élection présidentielle de 2012, il avait dit que s'il était élu président de la République, il prendrait Madame Le Pen comme Premier ministre. Je rappelle également que M. Dupont-Aignan, récemment, à plusieurs reprises d'ailleurs, a fait sienne la théorie dite du grand remplacement, qui voudrait que, en fait, on assiste à une espèce de complot pour remplacer la population française par des immigrés venus des pays du monde musulman. C'est une théorie tout à fait d'extrême droite que même Madame Le Pen n'ose pas sortir. Donc le positionnement de Monsieur Dupont-Aignan est quand même très très à droite. Et puis son électorat est un électorat, d'après les études sociologiques dont on dispose, est un électorat qui est en fait entre Monsieur Fillon et Madame Le Pen, et qui est avec une majorité de personnes âgées. Nous, notre positionnement politique est totalement différent. Nous, on a des Français qui viennent de tous les horizons politiques, de droite, du centre, de gauche. Ça va aussi bien d'anciens électeurs de l'UMP ou même du Front National qu'à d'anciens électeurs ou même des responsables du Parti communiste, du mouvement on a vraiment de tous les horizons qui viennent. Et puis par ailleurs, je vous mets au défi de trouver quoi que ce soit depuis que j'ai créé ce mouvement politique il y a 10 ans qui nous rapproche de l'extrême droite. J'ai jamais fait la moindre alliance avec l'extrême droite. Jamais eu le moindre propos complaisant envers des théories racistes ou diffamatoires, etc. Par ailleurs, le deuxième différence, elle est essentielle, c'est que M. Dupont-Aignan reprend à son compte l'idée de la renégociation des traités, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fait fi de la réalité et de l'intelligence des Français. Je rappelle, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que pour changer les traités, il faut 56 accords unanimes. Et quand il dit, à un moment pendant le débat, il a dit que lui,
La France verse 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Bon, ça, ce sont des informations d'ailleurs qu'il est allé copier sur mes analyses, parce que je rappelle qu'en 2012, il ne disait absolument pas ça. Donc, entre-temps, il s'est renseigné en allant sur mon site, comme Madame Le Pen, comme M. Mélenchon. Alors maintenant, il prend à son compte cet argument et il dit, moi, je vais récupérer ces 9 milliards d'euros. Oui, mais très bien, mais il va le faire comment? Moi, je dis que je vais les récupérer parce que je dis qu'on sort de l'Union européenne, donc moi, c'est logique. Mais lui, il veut y rester. Donc, il veut faire comment? Il va négocier avec les autres États pour dire, ben voilà, je reste avec vous, mais maintenant, je paye plus un rond et vous allez vous débrouiller, mais je reste quand même avec vous. Ça marche pas comme ça. Évidemment, tous les autres États refuseront tout simplement que la France ne verse plus sa cotisation et ne soit plus contributrice nette. Donc, en fait, il postule pour autrui. C'est une attitude, alors il n'est pas le seul, hein. C'est en fait le cas des 10 autres candidats. Ce sont des gens qui promettent des choses qu'ils ne pourront pas juridiquement et politiquement tenir. C'est exactement en fait comme si vous aviez des candidats qui vous disaient, écoutez, votez pour moi, je vous promets qu'il fera beau 365 jours par an. Là, vous savez très bien que c'est pas possible, parce que ça ne dépend pas du candidat. Là, c'est la même chose. Quelqu'un qui vous dit, je vais renégocier les traités en faveur de la France, je vais récupérer 9 milliards d'euros, je vais rester dans l'Union européenne, c'est quelqu'un qui ment. J'aurais aimé, François Asselineau, que l'on puisse dérouler deux dossiers. Un dossier plutôt de politique étrangère et un dossier peut-être plus local. Alors, sur la politique étrangère, on a cette guerre de Syrie qui n'en finit pas et ce massacre, car il faut bien parler de massacre, avec un gaz qui a tué des populations. On parle de gaz sarin. Alors, l'enquête est en cours, évidemment. Quel est votre regard là-dessus? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que la France doit agir? Est-ce qu'elle doit bouger? Est-ce qu'elle doit condamner? Évidemment, elle l'a fait par la voix de son président de la République. Mais que peut-on faire face à cette horreur? Écoutez, moi, là-dedans, ça fait maintenant très longtemps que ça dure. On entend tout et son contraire. Je pense que la plus grande prudence aurait été déjà de ne pas s'en mêler. Lorsque je vois que la France, notamment par la bouche de M. Fabius, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, avait dit que le front Al-Nosra faisait du bon boulot, alors que le front national Al-Nosra, c'est une de ces nébuleuses, une partie de cette nébuleuse de terroristes qui de temps en temps est classée par l'Occident dans la catégorie des terroristes, de temps en temps dans la catégorie des démocrates libérateurs. Tout ceci montre que nous sommes au Moyen-Orient, que les choses sont compliquées et que, en définitive, là-dedans, la France aurait beaucoup mieux fait de ne pas s'en mêler. On est dans ce qu'on appelle la guerre de désinformation. Il y a des rumeurs dans un sens et des rumeurs dans l'autre. Moi, ce que je sais là-dedans, c'est que tout le monde trouvait que M. Bachar el-Assad était très bien. Il était reçu en grande pompe en France, même pour le défilé du 14 juillet. Eh bien, un jour, il a été décidé par Washington que M. Bachar el-Assad n'était plus bien du tout. Et ce jour a coïncidé lorsqu'on a appris qu'en fait, la Syrie faisait obstacle au tracé d'un gazoduc qui aurait pris du gaz au Qatar pour le faire transiter par son territoire, pour ainsi approvisionner l'Europe occidentale et donc rendre l'Europe qui aurait été moins dépendante ou plus dépendante de la Russie. Donc ces grandes affaires-là, c'est ça le vrai fond du problème. Ce sont des grandes affaires géopolitiques et qui sentent fortement les hydrocarbures. Ça veut dire que tout ça est bien compliqué et que je pense que la France là-dedans, parce que nous sommes dans l'Union européenne, parce que l'Union européenne est assujettie à l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne, on va dire encore que je connais les traités, mais je m'en flatte, je sais de quoi je parle, et je pense que les Français ont besoin d'avoir comme chef d'État quelqu'un qui sait de quoi il parle. Eh bien, par cet intermédiaire, la France n'est plus ce qu'elle fut, elle n'est plus la France indépendante et de la diplomatie gaullienne. Normalement, nous aurions dû jouer un rôle là-dedans, un rôle d'apaisement, ne pas nous mêler de cette affaire et essayer d'apparaître comme une puissance de modération et de réflexion plutôt que de nous jeter dans un camp, avec d'ailleurs le résultat que l'on a vu, c'est que finalement ça a ouvert la porte à la Russie et que la Russie a marqué des points fantastiques au Moyen-Orient, que les États-Unis sont sur le recul et quant à la France, la voix de la France au Liban et surtout en Syrie a été extraordinairement amoindrie. C'est un drame parce que ça n'est pas en prenant parti ouvertement
pour les États-Unis d'Amérique et les Anglo-Saxons dans cette zone que l'on va renforcer la position de la France. Alors, pour conclure, car le temps passe très vite, François Asselineau, j'aurais aimé votre regard sur des sujets peut-être un peu plus locaux, qui peuvent aussi quand même concerner le président de la République. Quel regard vous avez à propos de la Bretagne? Par exemple, on a parlé de territorialité, il y a également la langue bretonne, et j'aurais aimé terminer par un sujet qui est d'actualité, qui est le sujet des projets miniers en Centre-Bretagne qui sont combattus par les associations. Alors, moi, ces histoires de rattachement du département de Loire-Atlantique, en fait, ça remonte à loin. Il faut savoir qu'en 1790, nos ancêtres ont supprimé toutes les provinces de France et ont proclamé la République une et indivisible avec l'égalité de tous les citoyens. Ça a été la création des départements, la suppression des provinces d'Ancien Régime, la suppression des féodalités, parce qu'il y avait des parlements, il y avait un parlement de Bretagne, il y avait un parlement dans le Languedoc, etc., etc. Dans chacune de ces provinces, chacune avait ses taxations, ses impôts, avec ses poids et mesures différents, etc., etc. Et en fait, les Français, à quelques lieues d'intervalle, étaient traités de façon extraordinairement différente. La Révolution française était une révolution égalitariste, et qui a fait que tous les Français, on a assuré l'égalité entre les Français grâce à la suppression des provinces, à l'établissement des départements. Et puis c'est en 1941 qu'ont été d'un seul coup recréées par Pétain des régions, et en fait à la demande des Allemands, des autorités allemandes, qui essayaient au passage de diviser la France. Alors, au moment où Pétain a décidé de la création de la région Bretagne, il a en effet, c'est lui qui a enlevé le département de Loire-Atlantique, qui historiquement pouvait se rattacher à la Bretagne, c'est exact, pour créer une région au Pays de la Loire. En 1944, à la Libération, ces régions ont été supprimées, et bien elles ont été recréées en 1972 par Georges Pompidou, sous d'autres tracés, mais en Bretagne, Georges Pompidou a recréé le même profil. Alors, pour tout ça, et je crois que je suis là aussi différent de tous les autres candidats, moi je tire la sonnette d'alarme, parce que derrière ces revendications régionalistes, il y a la politique dite des eurorégions. Aujourd'hui, qui est une politique menée subrepticement depuis Bruxelles et qui vise en fait à saper constamment les États-nations d'Europe occidentale. On le constate en Espagne, avec la montée des revendications de l'indépendance de la Catalogne dans le cadre de l'Union européenne, de l'indépendance du Pays Basque, de la Galice, etc. Mais on le constate aussi au Royaume-Uni avec l'indépendance de l'Écosse dans le cadre de l'Union européenne, en Belgique avec l'indépendance de la Flandre, et en France, où en Corse par exemple, M. Jean-Guy Talamone, qui est le président de la collectivité de Corse, a dit « Je verrai de mon vivant une indépendance de la Corse dans le cadre de l'Union européenne ». Moi je tire la sonnette d'alarme là-dessus parce que j'explique qu'il faut que la France sorte de l'Union européenne parce que c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Parce que on nous impose des politiques économiques, budgétaires, sociales, diplomatiques et militaires qui sont en fait totalement soumises à une oligarchie financière transatlantique et qui nous soumettent en fait à l'empire américain et à l'empire des grandes banques. Est-ce que les auditeurs peuvent imaginer ce qu'il en serait si au lieu d'avoir la République française, l'Espagne, le Royaume-Uni, on avait une Bretagne indépendante dans le cadre de l'UE, une Corse indépendante, une Occitanie indépendante, une Catalogne indépendante. En fait, c'est le morcellement des États-nations qui serait derrière pour en fait soumettre les Français, les Espagnols, etc., détruire leur identité nationale. Et tout ceci pour que nous devenions tous des esclaves de l'oligarchie financière, bancaire, transatlantique. Est-ce que c'est vraiment ce que les Français veulent? Est-ce qu'ils ne pensent pas que nous avons beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans un tel éclatement de notre nation? Alors François Asselineau, plus sur le côté culturel de la chose, parce que c'est vrai qu'on parle encore breton à Nantes. Sur l'aspect culturel, moi, je ne suis pas contre les langues régionales. Qu'il y ait des gens qui souhaitent la reviviscence des langues régionales, moi je ne vois pas malice. Effectivement, les gens peuvent très bien faire ça. Mais j'aimerais quand même aussi rappeler quand même des vérités fondamentales. Les vérités fondamentales, c'est qu'actuellement, il y a quand même 40% des jeunes Français qui sortent de l'école primaire pour entrer au collège qui ont des difficultés de lecture et d'écriture en langue française. Je rappelle aussi qu'au XXIe siècle, ce qui est important d'avoir, c'est aussi
une ouverture sur le monde et qui soit pas seulement l'anglo-américain. Moi, je milite pour que les jeunes Français, ils apprennent aussi les grandes langues du monde d'aujourd'hui et de demain, qu'il y ait une ouverture sur le japonais. Moi, je parle le japonais, j'ai vécu au Japon, vers le chinois, vers le russe, vers le brésilien, vers l'hindi, voilà, c'est-à-dire des grandes langues du monde, parce que moi, je veux sortir de l'Union européenne, mais ça n'est pas pour refermer la France sur elle-même, hein. Je veux que la France, elle renoue avec sa vocation universelle, et que les Français d'aujourd'hui soient armés pour le monde d'aujourd'hui. Donc moi, je veux rouvrir la France sur le monde. Et je note, moi, que c'est la construction européenne, en fait, qui referme la France sur un périmètre étriqué qui va de Gibraltar à la Laponie, et qui est un périmètre méfiant vis-à-vis du monde arabo-musulman, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de ça, et qui cultive et qui veut développer le séparatisme régional, en fait, pour un petit peu renfermer les gens sur une vision passéiste de ce que a pu être l'histoire de France sous l'Ancien Régime. Voilà ma vision du monde. Donc elle est nuancée. Bien sûr que si les gens souhaitent apprendre le breton, le gallo, le picard, le poitevin saintongeais, etc., le nice-aranis, ça fait partie c'est normal, ça fait partie d'un certain souci de garder ses racines. Je trouve ça sympathique. Mais il ne faut pas que ça devienne, à mon avis, quelque chose de systématique, que ce soit une espèce parce que le monde est vaste, le monde est beaucoup plus vaste que ça. Et moi, j'aimerais d'ailleurs, si je suis élu, développer un Erasmus, comme on dit, mais avec des échanges avec le monde entier. Il n'y a pas besoin de se limiter à envoyer des étudiants en Espagne ou aux États-Unis ou en Allemagne, mais aussi au Japon, en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Brésil. Voilà, c'est ça que je veux. On va terminer très vite parce que là, on a un petit peu dépassé le temps. Alors, votre réaction, François Asselineau, sur les projets miniers en Bretagne que d'aucuns décrivent comme une nécessité économique, mais qui sont combattus par les associations qui estiment qu'il n'y a pas de garantie écologique suffisante. Pour être honnête avec vous, c'est un dossier dont j'ai entendu parler, mais que je ne connais pas en profondeur. Donc, j'ai toujours un peu des réticences à m'exprimer, parce que je suis quelqu'un d'honnête, de sincère et de droit. Vous avez vu, vous soulignez tout à l'heure que j'avais été remarqué par ma connaissance des traités article par article de la Constitution. Là, c'est un dossier, donc j'ai vu passer ça dans la presse, mais je ne connais pas le dossier dans son intégralité. Donc c'est ce que vous me demandez, c'est un peu une réaction comme ça, superficielle et d'emblée. Moi, j'aime beaucoup la Bretagne. Vous savez que j'ai des attaches en Bretagne. Moi, j'ai pas envie de voir saccager la Bretagne. Voilà. Donc, si projet minier il y a, il faut en effet que ce soit d'abord bien validé, avec des conditions de protection de l'environnement drastiques, mais il faut voir quelle est l'économie générale du projet. Il y en a un peu assez aussi. Les Français en ont marre de voir que le saccage général pour des intérêts, toujours plus de profit, toujours plus. Il y a des limites. Donc là, moi, spontanément, si vous voulez, j'aurais plutôt tendance à avoir de la sympathie pour les associations de protestation qui vont dans ce sens. Alors, sauf si on me prouve qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire à trouver derrière, moi, personnellement, j'y serais très réservé, voire hostile. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que sortir de l'Union européenne, c'est aussi mettre un terme à la mondialisation effrénée qui saccage l'environnement. Parce que c'est à cause des traités européens qu'il y a la délocalisation des industries à l'autre bout du monde. Et je dis qu'il n'est pas normal, et c'est absurde, et ça ne pourra pas continuer comme ça pendant encore des années et des siècles, que l'on fasse fabriquer tout à 15 000 kilomètres, des chaussures, des vêtements, des ordinateurs, des téléphones, des meubles, des jouets, etc. Parce que c'est ça qui provoque aussi. D'abord, on fait fabriquer des choses dans des pays à très bas coûts sociaux, salariaux, mais aussi avec des très faibles charges environnementales et des très faibles normes de protection de l'environnement. Mais aussi, il y a une noria de navires qui polluent les océans. Voilà. Pour protéger la planète de façon sérieuse, il faut favoriser la production locale pour la consommation locale. Et c'est un problème plus général que celui que vous évoquez. Il va falloir mettre un terme à cette mondialisation effrénée. Il ne s'agit pas de vivre en autarcie, mais il s'agit en tant que faire se peut d'essayer d'avoir la préservation des ressources pour nos successeurs, pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Moi, je crois que c'est toujours ça qu'il faut avoir à l'esprit, y compris dans ce projet que vous évoquez. François Asselineau, je rappelle que vous êtes président de l'Union populaire républicaine, l'UPR, et que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous étiez notre invité politique dans ce Bretagne 5 matin du lundi. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.